l'obésité, c'est pas un vice, manque de volonté, c'est une maladie, c'est une lutte contre plein de facteurs environnementaux. Hélas, même ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a une composante génétique très importante. Si vous allez dans une ferme, vous apercevez, là encore, la grande surprise d'un citadin comme moi, ils ont presque plus d'activité physique. Tout est mécanisé. Et là, il n'y a plus personne dans ce truc. Professeur Frogel, merci d'avoir accepté notre invitation pour tourner ce podcast dans le cadre des Printemps de la Prévention. Je suis Doriane Henry, chargée de communication et médiation scientifique au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de mots sur votre parcours et ce qui vous a amené aujourd'hui ici? Donc moi, je suis médecin et chercheur. Je suis professeur de diabétologie et de nutrition au CHU de Lille. Et je suis à l'Institut Pasteur de Lille depuis 1995. Et donc, je travaille sur l'obésité, ses causes, ses conséquences et le diabète. D'accord. Donc l'obésité, justement, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement de quoi parle-t-on quand on parle d'obésité? Alors d'abord, on parle de quelque chose de très fréquent, puisque dans le nord de la France, par exemple, une personne sur 4 est en situation d'obésité, qui est définie par un index de masse corporelle supérieur à 30. Un autre quart de la population est en surpoids, c'est-à-dire un index de masse corporelle supérieur à 25. Donc en gros, on a 50% de la population qui a un poids qui est considéré comme supérieur à ce qu'elle devrait être. C'est plus que dans tout le reste de la France. C'est moins que dans des pays comme le Royaume-Uni et bien entendu les États-Unis. D'accord. Et donc, comment détermine-t-on qu'une personne est obèse? On parle simplement de l'IMC ou il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte? Alors d'abord, on ne dit plus une personne est obèse, c'est un peu stigmatisant. On dit une personne qui est en situation de surpoids ou d'obésité. Je pense que c'est mieux parce qu'on ne peut pas définir quelqu'un par le fait qu'il ait du poids en trop. Donc, par convention, on utilise un index de Quaterle, qu'on appelle communément index de masse corporelle, le poids divisé par la taille au carré. Donc, ça favorise d'une certaine façon les gens grands. Et ça défavorise les gens et les femmes qui ont une taille plus petite. Comme tous les indices, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tout le monde peut le calculer, c'est facile, et que c'est corrélé au taux de masse grasse, c'est-à-dire au taux de tissu adipeux qu'on a. Cela dit, il y a des exceptions. Alors l'exception qu'on donne toujours en école de médecine, c'est les rugbyman, qui ont un index de masse corporelle très important et pourtant ils sont pleins de muscles. Donc il y a des discordances. C'est pas parce qu'on a un index de masse corporelle élevé qu'obligatoirement on a trop de tissu adipeux, mais inversement, hélas, on a des gens qui ont un index de masse corporelle bas et qui pourtant ont beaucoup trop de masse grasse et pas assez de masse musculaire. Donc c'est pas parfait. Il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, vous pouvez acheter une balance chez vous, qui fait de ce qu'on appelle de l'impédance maîtrise, c'est l'électricité et qui vous donne votre taux de masse grasse et de masse maigre, musculaire, os, ce qui n'est pas toujours très fiable. Mais l'avantage de ce genre de choses, si vous le faites, c'est que même si c'est faux chez vous, c'est toujours faux. Donc ce que vous allez voir, c'est pas tellement la valeur absolue, c'est comment ça change si vous faites un régime, si vous faites du sport, etc. etc. D'accord. Et du coup, le seuil d'IMC qui permet de déterminer si une personne est en situation de surpoids ou d'obésité est le même, par exemple, je pense notamment à la différence entre hommes-femmes. Oui, on a considéré que c'était le même chiffre. Par contre, on s'est aperçu que dans les populations asiatiques, chinoises par exemple, eh bien, ce taux était faux et on l'a descendu à 27 et 22.
D'accord. C'est-à-dire 27, c'est l'obésité, 22, c'est le surpoids. Parce que dans ces populations, la morphologie est différente. Et on considère que le danger vient à partir de ça. Puisque finalement, comment définit-on ça? C'est pas quelque chose qui est lié à des photos sur la plage. Hein. C'est lié à des risques de santé publique, qu'on appelle épidémiologiques. Donc, des risques de mortalité. Alors ça, c'est une chose qui est connue depuis très 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 longtemps par les sociétés d'assurance, compagnies d'assurance, qui, suivant les gens toute leur vie, savent leur poids, puisqu'on les suit un peu, et puis quand ils meurent. Et en fait, on s'est aperçu que la mortalité augmentait à partir de 25 et ensuite à partir de 30. Mais par contre, dans les populations asiatiques, ça commence plus tôt. D'accord, ok. Donc voilà comment ça a été défini. Donc c'est à la fois une définition qui est un petit peu cosmétique, mais aussi qui est liée à des risques de santé publique. Parce que maintenant on le sait bien, et ça il faut vraiment que tout le monde le considère, l'obésité c'est pas un vice, c'est pas la preuve de faiblesse, de manque de volonté, c'est une maladie. Une maladie qui fait qu'on mange trop, on n'a pas assez d'activité physique, mais surtout une maladie qui devient une autre maladie, c'est-à-dire qui augmente le risque de diabète, le risque d'hypertension artérielle, donc d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies cardiaques et cardiovasculaires, et certains cancers, plus un certain nombre d'autres choses, qui sont tout simplement physiques. Par exemple, ça abîme les genoux, ça abîme le dos, ça abîme les poumons, tout simplement parce qu'il y a une masse qui est trop importante. D'accord. Donc vous avez parlé du coup d'un manque de faiblesse dans le développement de cette pathologie. Effectivement, il y a quelques idées reçues, que ce sont souvent des personnes qui mangent mal, font pas forcément de sport, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le développement de l'obésité? Alors d'abord, pour revenir à ce que vous dites, il y a effectivement une discrimination importante, particulièrement en France, particulièrement contre les femmes en France, ce qui n'est pas exactement le cas dans d'autres pays comme l'Angleterre, que je connais bien. Ce qu'on dit toujours, c'est « prends sur toi ». Alors « prends sur toi », ça veut dire arrête de nous embêter, si tu es en position d'obésité, c'est de ta faute, si tu mangeais moins et tu te bougeais plus. Et d'une certaine façon, les pouvoirs publics augmentent ça quand ils disent manger, bouger plus, faites, etc. En fait, avoir les causes, c'est pas facile, parce que tout est lié. Et puis il y a les causes et les conséquences, et comme on dit souvent en médecine, quelle est l'œuf, quelle est la poule. Classiquement, on dit vous êtes en situation d'obésité parce que vous êtes sédentaire, vous bougez pas assez, faites pas assez de sport, et vous mangez trop, et surtout vous mangez le régime des 10 McDonald's, c'est-à-dire d'aller dans les fast-food, la street food comme on dit maintenant, et des plats tout préparés, ultra-process comme on dit aussi en ce moment. La réalité, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont associés statistiquement, comme on dit, c'est-à-dire corrélés. Et corrélés ne veut pas dire que c'est la cause. Alors par exemple, je vais vous donner des exemples qui sont méconnus. L'augmentation du nombre d'obèses est corrélée avec la diminution des heures de sommeil. En ma génération, quand j'étais enfant, on dormait 2 heures de plus que les enfants d'aujourd'hui, par exemple. Quand on dit il faut rénover vos maisons pour qu'elles soient mieux isolées, la conséquence de ça, c'est qu'il fait l'hiver, il fait plus chaud. Pas de chance, l'augmentation de température est aussi corrélée au nombre d'obèses, que vous dépensez moins d'air. Et l'été, l'air conditionné, qui commence à se généraliser avec le changement du climat. Le nombre d'unités d'air conditionné, plus il augmente, plus il est associé à l'obésité. Les antidépresseurs, qui sont des maladies françaises, eh bien, plus on prend d'antidépresseurs au niveau d'un pays, plus il y a d'obèses. Pour plein de causes, dont certains médicaments ont tendance à faire grossir parce qu'ils donnent plus faim. Les femmes ont des enfants plus tardivement dans la vie.
Et ça, c'est aussi associé à un risque d'obésité plus tard dans la vie. Donc il y a plein de facteurs, j'en ai oublié certains, il y a probablement un certain nombre de polluants, différentes choses qui sont associées à l'obésité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une façon unique de lutter contre l'obésité. Par exemple, on a dit il faut des pistes cyclables. Oui, mais c'est pas suffisant. On a dit il faut faire dans les cantines manger ceci, cela. Oui, mais c'est pas suffisant. 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais c'est pas suffisant. Taxer le gras ou taxer le sucre, comme adorent nos parlementaires. Ça aide un petit peu, mais c'est absolument pas suffisant. La lutte contre l'obésité, c'est une lutte contre plein de facteurs environnementaux. Hélas, même ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a une composante génétique très importante. On dit que la composante génétique dans l'obésité, elle est de 60 à 70%. D'accord. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si vous allez tous les jours chez Burger King, pour citer un autre, et que vous faites pas de sport, et que vous êtes avec une copine, eh bien, vous allez peut-être rester au même poids, elle va prendre 10 kilos. Et c'est les gènes qui vont faire la différence. Bien entendu, exposés au même environnement. Si vous êtes bûcheron dans l'est de la France et que vous mangez que sainement, vous n'allez pas grossir. Mais c'est pas la vie de tout le monde. D'accord, ok. C'est une composante génétique associée à une composante environnementale. Oui, parce que l'obésité a beaucoup augmenté depuis les années 60, énormément augmenté. Les gènes n'ont pas changé, ils sont toujours là. Oui. Mais les gènes s'expriment, c'est des gènes qui favorisent l'obésité, c'est-à-dire qui font qu'on mange moins bien, qu'on mange plus, qu'on mange par addiction, addiction au sucre, addiction au gras. Eh bien, les conditions actuelles sont plus favorables. Nous, on a étudié des familles. J'ai publié un article en 2009. Pourquoi je vous dis 2009? C'est parce que à l'époque, il y avait encore des grands-parents qui étaient nés et qui avaient été élevés après la guerre. On a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1947. Il n'y avait pas de frigo. Et quand il y avait un frigo, il était cadenassé en gros. Les enfants ne pouvaient pas manger ce qu'ils voulaient. Donc même s'ils avaient des gènes qui leur donnaient plus faim, c'était plus difficile pour eux de grossir. D'accord. Ce qui fait que les grands-parents qui avaient la même anomalie génétique qu'on avait trouvée que leurs petits-enfants, à l'âge de 20 ans, il y en avait que 20% qui étaient en situation d'obésité. Maintenant, à l'âge de 10 ans, il y en avait 80% de leurs petits-enfants qui avaient ce gène qui étaient en situation d'obésité. D'accord. Les gènes n'ont pas changé, l'environnement a changé, et en particulier l'éducation, et puis plein d'autres choses autour. Ici à Lille, pour montrer l'environnement. Pendant Covid, juste après Covid. Donc Covid, ça a été un confinement que vous connaissez, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que les enfants, ils n'ont pas pu faire de sport pendant 1 an, à peu près, voire plus. Eh bien, on est allé voir dans les écoles de Lille, à l'âge de 5-6 ans, en CP, et il y en avait 40% qui avaient une courbe de poids qui était inquiétante. D'accord. On était affolés. On a continué les autres années, ça a diminué de moitié. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est encore beaucoup, je veux dire, mais qui montre bien que cet environnement nocif, ils n'avaient rien à faire qu'être devant l'école, que devant la télé, je veux dire, et ils ne pouvaient pas faire d'activité physique, pas sortir. C'est ça qui les a fait grossir. Est-ce que les facteurs environnementaux, en fonction, par exemple, de notre âge, ils vont avoir plus ou moins d'actes, de conséquences? Alors, ce qu'il y a de la conséquence, c'est le libre arbitre par rapport à ce que vous imposent vos parents, l'école, etc. Les petits-enfants, ils mangent quand même ce que leur donnent leurs parents. Et donc, ce qui se passe dans la famille est très important. D'abord, l'hérédité familiale joue un rôle fondamental sur l'obésité de l'enfant, du petit enfant. Et deuxièmement, si la famille fait attention dans ce qu'il mange, ça sera bien pour l'enfant. Pour un adolescent, vous connaissez tous les adolescents, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont leur libre arbitre et finalement ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc l'environnement a un rôle très important. Alors l'environnement chez les adolescents, vous savez ce que c'est l'entourage, les réseaux sociaux, différentes choses.
Oui, et l'influence que ça peut avoir, sur eux. J'ai discuté avec un chercheur il y a quelques semaines, quelques jours, qui me racontait que lui pensait que finalement notre environnement il a évolué trop rapidement par rapport à notre organisme et notamment à notre génome, à nos gènes, et que ça pouvait être la conséquence des incidences de certaines pathologies comme l'obésité par exemple qu'on peut retrouver aujourd'hui. Est-ce que alors vous ça savez rebondir là-dessus? c'est évident, je veux dire, on sait très bien que la façon dont ce qu'on fait, que notamment les enfants, les jeunes font par rapport à ce qui se passait il y a 50 ans a totalement changé. La nourriture a aussi totalement changé avec ces nourritures qui sont ultra industrialisées. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure et c'est important. L'obésité est directement corrélée à la richesse ou à la pauvreté des familles et aussi corrélée au niveau d'éducation. Mais le niveau d'éducation est aussi tout à fait corrélé au niveau socio-professionnel. Aujourd'hui, dans des familles qui sont vraiment à un niveau économique très faible, la nourriture principale pour les enfants, c'est les pizzas. Et la pizza industrielle, c'est quoi? C'est de la pâte de mauvaise qualité. Mauvaise qualité veut dire qu'elle cuit très vite, mais c'est des amidons de très mauvaise qualité qui sont digérés très vite, qui font monter la glycémie extrêmement vite, donc ils font produire de l'insuline, donc ils font grossir. Et le reste, c'est du gras, et pas grand-chose, pas de fibres, peu de choses, etc. Il y a tout un tas de changements de mode de vie alimentaire, le fait aussi que dans des pays, les familles ne mangent pas ensemble. C'est encore le cas, on mangeait ensemble en France, mais ça diminue. Fait qu'on fait du snacking, c'est-à-dire qu'on mange des choses tout préparées, des chips et tout ce que vous voulez tout le temps. Cela dit, dans l'espèce humaine et dans l'histoire humaine récente, ces 10 000 dernières années, il y a eu des articles très récents qui ont montré que ce qui a changé beaucoup l'espèce humaine, c'est pas tellement les famines, parce qu'on a dit à un moment, on est les résistants de ceux qui sont pas morts pendant les famines, d'où on a sélectionné les gènes qui donnent faim. C'était séduisant, ça n'a jamais été prouvé. Jamais. Ça date de 1962, cette théorie de Neil, qui n'a jamais été prouvée. Par contre, ce qui ressort le plus, c'est ce qui a façonné l'espèce humaine, ce sont les épidémies. Genre Covid, la peste, la variole, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui a sélectionné. Et donc, ça a sélectionné des gens qui résistaient aux infections. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes. D'asthme, par exemple. Il y a un tiers des enfants qui ont des problèmes d'asthme aujourd'hui, c'est complètement invraisemblable. Tout le monde est allergique à quelque chose. C'était pas le cas avant. Et donc, je pense qu'on a sélectionné des gens qui surréagissent, leur immunité surréagit, et en même temps, ces personnes-là, comme l'environnement a changé, la pollution, les différentes choses, on a augmenté ce qu'on appelle les allergènes. Notamment, il y a eu des gens que je connais qui travaillent aux États-Unis sur les conservateurs. D'accord. Et ces conservateurs pourraient avoir un effet de booster votre immunité, ce qui entraînait des maladies auto-immunes. D'accord. Donc tout ça pour dire que oui, je suis d'accord avec vous, tout a changé, mais c'est peut-être plus vieux qu'il y a 50 ans. Et on est quand même la résultante de 10 000 ans d'évolution humaine, qui a commencé, n'oublions pas, par l'agriculture. Ce qui fait que les gens ont commencé à vivre ensemble, à faire des villes, et c'est là où il y a eu les épidémies, et transmises parfois par les animaux, y compris peut-être dans le cas du Covid, etc. Ok. Alors justement, vous parlez d'agriculture, ça me permet de rebondir sur notre thématique. Je dirais qu'il y a certaines idées reçues, par exemple à la campagne, où on pense que la vie est plus active, ce qui pourrait nous amener à penser qu'il y a moins de personnes touchées par l'obésité, en situation d'obésité, à la campagne. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré? Alors, c'était vrai il y a 100 ans. La population était paysanne.
c'était pas mécanisé, les gens avaient beaucoup d'activité physique, c'est plus vrai maintenant. D'abord, si on voit la carte de France, la carte de l'obésité en France, c'est le plus dans le nord de la France, pas mal dans l'est aussi, pour des raisons différentes. C'est qu'ils ont une alimentation qui est très riche. Ils sont riches d'ailleurs, qui est plus riche qu'ici, en Alsace par exemple, mais ils ont quand même beaucoup d'obésité. Et pour le reste, c'est plus faible. Et là où c'est le plus faible, c'est dans une région qui s'appelle Rhône-Alpes-Auvergne. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des montagnes. Aux États-Unis, il y a l'obésité est 2 fois pire qu'en France. Elle est partout, particulièrement dans le sud des États-Unis. Il y a ce qu'ils appellent les villes anorexiques, des villes qui sont normales, quoi. C'est-à-dire New York, San Francisco. Pourquoi est-ce que les gens marchent? En Europe, c'est les capitales où on marche le plus, les villes où on marche le plus, 20 minutes par jour, c'est Londres et Paris. D'accord. On est bien obligé. Donc on marche, on grossit moins. Donc, ce que je veux dire, c'est que ruralité peut-être, le fait qu'il y ait de l'activité physique à l'extérieur, que quand vous habitez à Grenoble ou à Chambéry, eh bien, si vous ne faites pas d'activité physique, c'est que vous êtes mort. On l'a étudié en Finlande, mais je suis sûr que c'est la même chose ici. Plus on s'éloigne du centre des villes, plus il y a d'obésité. D'accord. Donc là où il y a le plus d'obésité, c'est peut-être pas la ruralité, c'est le périurbain. Le périurbain, c'est des villages qui étaient totalement ruraux, mais qui sont en fait suffisamment proches des grandes villes pour servir de cités dortoirs. Mais c'est là où sont les gens les moins riches. Et c'est ceux-là qui sont effectivement le niveau d'éducation le plus bas et qui ont tendance à avoir le plus de poids. Et dire, mais pourquoi? Bien parce que ces gens, vous avez des petites maisons ou des HLM, ce que vous voulez, mais il y a des gens qui font plein de transports, en voiture en général, le plus souvent, ou par en train, mais c'est pas toujours très facile, bien sûr, voiture. Et c'est là où il y a le plus d'obésité. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, il y a la vraie réalité. Alors là, vous allez dans la Creuse, vous allez dans la Drôme profonde. Et j'ai une nièce qui est là-bas, qui a 15 ans, qui lutte contre un tout petit surpoids. Mais enfin, à 15 ans, c'est important, vous imaginez. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a une activité physique quasi nulle. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle habite dans une maison qui est située à distance d'un hameau, qui est située à distance d'un village. Je crois qu'elle prend la voiture pour aller attendre le car qui l'emmène à son collège. D'accord. Et comment je sais qu'elle a peu d'activité physique? Parce qu'elle n'est pas bronzée. Dans la Drôme. Elle est blanche tout le temps, on dirait une Lilloise. Et donc, quand je discute avec elle, je m'aperçois bien que, comme tout est compliqué, eh bien, finalement, elle a un certain isolement et elle a une activité physique qui est étonnamment faible par rapport à moi, mes fantasmes de personnes qui a toujours vécu dans l'hypercentre des villes. Et donc, on s'aperçoit, et ça, les études le montrent, qu'une grande partie des ruraux, notamment des jeunes, ont finalement une activité physique quotidienne qui est plus faible que les jeunes des villes. D'accord. Donc, en ville, on marche plus, finalement. On est bien obligé. Qu'à la campagne, parce qu'on ne peut pas forcément utiliser la voiture comme on peut le faire. Et on fait du vélo. Oui. Et donc, dans beaucoup d'endroits, c'est dangereux, des petites villes, de faire vélo. En plus, à chaque fois qu'on a une pauvre enfant qui se fait violer ou tuer, eh bien, ça diminue de tant de pourcents le nombre d'enfants qui marchent. En Angleterre, ça a été montré, il y a 30 ans, les enfants anglais marchaient 5 km par jour. Maintenant, ils marchent 400 mètres par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents, ils ont peur qu'ils se fassent écraser, ils ont peur qu'ils se fassent enlever, ils ont peur qu'ils se fassent violer, et donc ils les emmènent en voiture, auto, etc. Et donc, à chaque fois qu'on a une histoire de pédophilie, eh bien, on a un recul de laisser les enfants marcher.
avec raison. Et donc, on favorise d'une certaine façon l'obésité. D'où certains endroits où on fait des parcours sécurisés, avec des volontaires qui patrouillent, vous vous rendez compte, c'est complètement extraordinaire, pour que les enfants puissent marcher. Donc ça, c'est en Angleterre. Même en France, il y a ces trucs j'ai vu ça en France aussi. Dans certains endroits, ils font. Alors pour ça, il faut un endroit qui soit sécurisé par rapport aux voitures et qui soit un peu surveillé par rapport à tous les méchants. Est-ce que vous avez des chiffres aussi sur le nombre de kilomètres que les Français marchaient avant et marchent Les Anglais ce sont les grands spécialistes de ce genre de trucs. En France, y compris pour Covid, il y a eu une étude qui a été faite dans le Val-de-Marne et la nôtre à Lille. Sinon, personne n'a aucune idée. Alors nous, par rapport à ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a suivi cette année les gosses qui étaient au CP en 2021. Ils sont en CM2 et le drame, c'est que le taux d'obésité a encore augmenté. C'est une génération un peu perdue. Pourquoi on ne les a pas surveillés, on ne les a pas pris en main en disant « oh, ça va passer ». Et en fait, ça ne passe pas. Et donc, nous qui essayons de sensibiliser, on se heurte au scepticisme à la fois des parents et surtout des médecins généralistes qui leur disent « mais non, c'est pas grave, ça va passer, il va très bien, il a des très belles joues, votre enfant ». Alors que nous, on sait que si rien n'est fait, à l'adolescence, cet enfant risque d'être en situation d'obésité. Et alors là, vu le cataclysme qu'est l'adolescence, plus personne ne peut rien faire. Un enfant en situation de surpoids ou d'obésité a plus de chances d'avoir ces pathologies à l'âge adulte, adolescent et adulte. Les statistiques disent que 50% des enfants en situation d'obésité sont obèses à l'état adulte. Ce qui veut dire qu'il y a 50% qui régressent. Le problème, c'est quand ils arrivent à 14-15 ans. Là, si on ne les a pas bloqués, on a 10 ans où on ne peut rien faire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, à cause de leur libre arbitre, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis, les perturbations liées à l'obésité, leur opposition à tout, c'est assez difficile. Sauf qu'il y en a certains qui tournent dans l'anorexie mentale. Et ça, il ne faut pas oublier que l'autre versant de l'obésité, c'est l'anorexie mentale. Il y en a qui vont d'ailleurs de l'un à l'autre. Et l'anorexie mentale est très fréquente chez les adolescents. Très fréquente, de 15 à 20%, surtout chez les filles. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Ça existe, oui. Et fortement. Il y a beaucoup de filles qui sont dans certaines formes d'anorexie mentale. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'à leur corps et elles ne mangent plus, elles font que plein d'activités physiques. Souvent, c'est de la danse. Pour rester minces. Elles sont maigrelades, c'est mauvais elles n'ont pas leurs règles. Ensuite, c'est mauvais pour leurs os. C'est pas bon du tout. Et ça, c'est des problèmes psychologiques ou oui, c'est psychologique. C'est psychologique. Ok. Mais c'est psychologique, mais ça repose, comme dans l'obésité, sur deux questions. La question comment on voit son corps. Oui. Et deuxièmement, sur son comportement alimentaire. Parce que les gènes d'obésité, c'est des gènes qui sont dans le cerveau. Alors, on a pensé pendant longtemps que l'obésité, c'était la graisse, on stockait trop, on stockait mal, on dépensait pas assez d'énergie. La phrase classique qu'on me racontait quand j'étais interne, quand il y avait une personne en état d'obésité, elle me disait « Ah, docteur, c'est pas de ma faute, je mange rien, mais tout me profite. » Donc, et où elle disait, mais docteur, c'est pas moi, c'est les glandes. Donc, la plaisanterie entre nous, médecins, c'était, oui, c'est les glandes salivaires. Mais la réalité de ça, c'est qu'effectivement, les gènes d'obésité font que vous avez tout le temps faim. Ça, c'est une partie, ce qu'on appelle les obésités monogéniques. Ou alors, vous êtes addictif à la nourriture. Vous ressentez un plaisir quand vous mangez. Quand vous ne mangez pas, vous êtes en manque. Et dans la vie stressante, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a changé, c'est le stress, dans la vie stressante qu'on a, une partie d'entre nous sont très sensibles à ça. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens fument du cannabis, par exemple, sont très sensibles à ce genre de choses. Et ce qui les calme, c'est les biscuits, les chocolats, les choses sucrées, les choses salées.
Et ça, c'est des comportements d'addiction. Et c'est pour ça d'ailleurs que les nouveaux médicaments dont on parle partout, le Ozempic, Wegovy, Mounjaro et autres, on s'est aperçu récemment que c'était des médicaments anti-addiction. Oui. D'ailleurs, ça marche contre l'alcoolisme. Oui. Et ça fait que les gens qui prennent ça, moi j'en ai presque plein, hein, et je sais ce qu'ils me disent, ils ressentent moins d'obsession à la nourriture. En anglais, on a un mot qui s'appelle le food noise, le bruit de fond de la nourriture. Et ils vous disent, docteur, pourquoi je prends ça? Pas tellement pour perdre du poids, il y en a qui n'ont pas beaucoup de poids à perdre, hein. Donc ils font ce qu'on appelle un détournement de prescription. Et ils disent, ouais, mais moi je me sens mieux. Je suis plus obsédé par la nourriture quand je me réveille le matin. Et vous avez une dame ou un monsieur qui fait 150 kilos. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est pas comment ils font 150 kilos, c'est comment ils ont fait 100 kilos et qu'ils n'ont pas réagi. Ben, c'est simple, ils vous racontent leur vie. Beaucoup ont eu des problèmes pendant l'enfance. Certains nombres ont été violés, il y a eu des incestes, ou ils ont eu des problèmes, pas bientôt de cet ordre-là. Et puis ensuite, ils ont eu des mal à l'école. Et puis ensuite, ils se sont mariés, ça s'est pas bien passé. Ensuite, ils ont travaillé, ils ont perdu leur emploi. C'est au chômage. Et à chaque fois, ils vous racontent, ça fait ça leur poids. Et donc, c'est des accidents de la vie. Et quand vous avez ces accidents de la vie, il y en a qui mangent plus du tout, qui maigrissent, mais une bonne partie, ils grossissent. Parce que la seule chose qui leur fait du bien, ce sont les biscuits, les chocolats, les gâteaux. Ils n'ont pas faim, en fait. Pendant un moment, on croyait que c'était les récepteurs du goût qui rendaient obèses. Pas du tout. D'ailleurs, quand vous leur donnez de l'Ozempic, vous faites de la chirurgie de l'obésité, ils vous disent, docteur, c'est incroyable, je ressens le goût des aliments. Maintenant, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Avant, je mangeais tout, je voyais pas de différence. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et on est dans une situation un peu pour beaucoup de personnes d'addiction. La thérapie qu'il faut est comportementale. Et ces médicaments-là, curieusement, parce qu'on s'y attendait pas, agissent sur les gens sont moins addictifs. Ça agit sur la satiété. Ça agit, oui, mais c'est pas des coupe-faim. D'accord. C'est pas des amphétamines qui coupent faim, qui étaient très dangereux. C'est des médicaments qui vont faire que vous allez être effectivement rassasié plus vite. Donc vous allez manger moins. On mange quand même. Vous allez manger, mais moins. Vous allez avoir des choses que vous aimez, des choses que vous détestez. Et vous allez avoir moins ces pulsions alimentaires pour certains aliments. C'est pour ça que les gens maigrissent. C'est aussi pour ça que quand ils arrêtent ce médicament-là, c'est plus difficile parce que leur trouble revient. Donc, on essaie maintenant, nous, de leur donner des façons d'arrêter les médicaments. Parce que je ne pense pas qu'il faut les garder toute la vie. Mais pour que, de manière de comportement, ils puissent survivre à l'arrêt des médicaments. Mais des fois, ils ne veulent pas parce que ils se sentent mieux, c'est confortable. Donc finalement, si on revient à ce que vous avez dit au début, il y a un rôle aussi de l'environnement familial, des accidents de la vie, vous avez dit, et aussi peut-être de l'éducation. Je pense notamment de la part des parents aux enfants, etc. Ou même à l'école. Oui, à l'éducation. Alors, nous, ici, à Lille, on se heurte, il y a une forte population d'origine immigrée, avec des mères qui ne parlent pas très bien français. Et c'est sûr que c'est un frein, parce qu'ils ont du mal à comprendre ce qu'on dit, ils ont mal à le transmettre à leurs enfants, et donc on est dans une situation qui est plus difficile. L'autre chose d'ailleurs, c'est que il faut adapter les conseils alimentaires à la population qu'on a. Les populations asiatiques ou d'origine africaine ou nord-africaine n'ont pas la même alimentation, le même rapport à la nourriture que ceux qui sont d'origine du nord de la France. La ruralité, sur le papier, devrait être une chance pour lutter contre le surpoids, parce que c'est la campagne, on peut faire activité physique, mais là, ces petits villages, ils sont pauvres, on paye très peu d'impôts locaux, ce qui fait qu'il y a très peu de piscines.
En France, il n'y a pas assez de piscines, il y en a même de moins en moins. Il n'y a pas assez de terrains de sport. Il n'y a pas assez de clubs pour prendre en charge les gens. Tout est compliqué, il faut prendre la voiture et parfois aller loin pour tout faire. Donc, je pense que le mode de vie aujourd'hui, puisque plus personne n'est agriculteur, c'est 2% de la population, les agriculteurs. Et si vous allez dans une ferme, vous apercevez, là encore, à la grande surprise d'un citadin comme moi, ils ont presque plus d'activité physique. Tout est mécanisé. Et là, il n'y a plus personne dans ce truc. Il y a l'agriculteur avec 1 ou 2 personnes, et puis le reste, tout se fait avec des machines. Donc, et d'ailleurs, les conducteurs de machines, un des gros problèmes des chauffeurs routiers ou des taxis, chauffeurs Uber, ça vous suffit de prendre un Uber, discuter avec le conducteur. Dès que je dis que je suis médecin, il me parle de leur obésité. Oui. Donc, ce genre de métier où finalement, on a peu d'activité physique, c'est peut-être finalement les éleveurs qui ont le plus d'activité physique. Parce que là, ils ont, avec les vaches, ils sont à traire, enfin, etc., ils sont obligés. Mais ils dorment peu, ce qui n'est pas bon non plus. Et puis, en milieu rural, c'est là où il y a le plus de suicides et de dépression. Les agriculteurs vivent mal en ce moment. Et la dépression est associée à l'obésité parce que les médicaments font grossir, parce que c'est des problèmes, c'est un peu les mêmes problèmes dans la tête qui font qu'on mange trop qui donnent la dépression. Alors qu'on pourrait penser qu'à la campagne, on est dans un environnement moins stressant avec l'air, la nature, etc. Mais il y en a. Oui. Quand vous allez, c'est assez frappant quand vous allez là-bas. J'ai de la famille en réalité, je vois où il y a un jeu à la radio que j'écoute de temps en temps qui s'appelle le jeu des 1000 €. Ça se passe dans les petits villages. D'accord. Donc ils interrogent des gens qui sont des candidats. Ça me frappe, la première question qu'ils leur posent, qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Alors oui, alors ceux qui répondent, qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont une grande culture et tout, ils vous racontent qu'ils marchent, qu'ils vont voir les champignons, qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Il y en a combien qui font pas? Donc je pense que c'est une population très hétérogène en ruralité, avec un certain nombre de gens qui ont encore une activité physique, pour leur métier, mais bon, ça dépend, c'est de moins en moins, parce qu'ils ont choisi d'être là, parce que justement, il y a des forêts, quand il y en a, et qu'il y a des choses à faire. Et puis, il y a toute une population pauvre qu'il y a parce qu'elle ne peut pas être dans les villes. Et ceux-là, ils rament comme ils peuvent, avec le prix de l'essence qui augmente, les voitures qui coûtent une fortune, les garagistes n'en parlons même pas, et tout leur argent passe dans leur bagnole, et donc lutter contre le surpoids de leurs enfants est quelque chose de compliqué pour eux. Alors, il y a des pays où ça l'est encore. En Inde, il y a une énorme obésité dans les villes, il y a une énorme maigreur dans les campagnes. Moi, je travaille au Pakistan. Je suis jamais allé, mais je travaille dans des familles consanguines avec des gosses extrêmement obèses du Pakistan. Bien, les gosses sont obèses parce qu'ils ont des anomalies génétiques terribles, mais les parents sont minces. C'est lié à leur génétique, du coup. Leur génétique devrait les rendre énormes, les parents. Comme ils sont cousins, ils ont une anomalie génétique, les parents, mais ils sont minces. C'est pas normal. Ils devraient être gros comme ici en France. Sauf que ils se marient entre cousins, parce que c'est la coutume, et ils transmettent, chaque parent transmet la même mutation qui rend obèse. Les enfants ont 2 mutations, et là, ils sont obèses dès l'âge de 3 ans ou 2 ans. Et les parents sont minces parce qu'ils sont en milieu rural. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont en milieu rural, qu'ils ont peu à manger. Je pense qu'une grande partie de la nourriture va pour l'enfant qui a tout le temps faim, etc., etc. Mais tout ça pour dire que ça existe encore, la ruralité mince. Mais dans nos pays, c'est plus le cas maintenant. Et on le voit bien aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous allez prendre une voiture et que vous allez en rural, les gens ont très grosse obésité, mais
allez essayer de marcher dans une route américaine. Vous pouvez pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre une voiture. Bon, une fois, je suis allé à une petite ville des États-Unis, dans l'Est, près de la mer. Je me dis, tiens, je vais me mettre ici parce que mon motel était là. Et sur Google Maps, il disait qu'à 200 mètres de là, il y avait un centre commercial où je pouvais manger. Sauf que j'ai jamais pu traverser la route à pied. J'ai dû prendre la voiture, faire un tour d'un quart d'heure pour faire le tour et aller au centre que je voyais de ma fenêtre, qui était à 300 mètres. Parce que c'est des trop grosses routes, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien pour traverser, il n'y a pas de passerelle. Tout est fait pour les voitures. Tout est fait pour les voitures et rien n'est fait pour les piétons et marcher. Voilà. Alors, c'est bien dommage parce qu'il y a des études qui ont été faites avec des gens qui ont un ustensile vachement compliqué qui s'appelle un smartphone. Sur votre smartphone, il y a vos pas. Oui. Donc, vous pouvez savoir tous les jours. Même sur les montres connectées. Même sur les montres. Enfin, tout le monde a un smartphone. Oui. Et ils se sont posé la question. La question, c'était la prévention de l'obésité dans 5 ans. Ils ont pris une grande cohorte américaine et les ont suivis pendant 5 ans. Ils ont fait 2 choses. Voir l'alimentation, c'est impossible. Très compliqué de savoir ce que vous mangez, pas manger. Donc, ils ont eu le podomètre, ça, nombre de pas. Et deuxièmement, ils ont fait la génétique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prédisposé ou pas? Alors, pour les gens qui étaient protégés génétiquement contre l'obésité, si vous faites 4000 pas par jour, 3-4 000, très peu deviennent obèses. Si vous êtes défavorisé génétiquement, il faut 10 000 pas ou 12 000. D'accord, donc 3-4 000 quand on n'a pas de prédisposition génétique, 10-12 000 par jour. Oui. Donc je peux vous dire que 4 000, moi qui habite ici, je prends le métro et tout, j'en fais, les mauvais jours, j'en fais 3 000, et les jours normaux, j'en fais 5, 6 000, 7 000. Donc ça, je l'ai fait. Mais les 10 000 ou les 12 000, je les fais une fois tous les 10 jours. Oui. Ou en vacances. C'est difficile. Donc ce qui veut dire que si vous êtes prédisposé, hélas, à grossir, donc à manger mal, à prendre des snacks et tout, eh bien, pour lutter contre ça, c'est très, très, très difficile, même si même si vous suivez ce qu'on vous raconte à la télé, les 5 fruits et les marchés, d'où la nécessité d'être prise en charge, d'où éventuellement la nécessité, dès qu'on commence vraiment à grossir, à prendre ce genre de médicaments. À la campagne, il y a plus de personnes pauvres, donc les gens mangent des pizzas industrielles. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même plus de facilité à faire son potager, etc. Alors, d'abord, tout le monde n'a pas un potager à la campagne. Ça, c'est encore un mythe. Oui. C'est des idées reçues. Il y en a qui ne l'ont pas, pour plein de raisons. Et puis des fois, des gens âgés ne l'ont pas non plus parce qu'ils sont fatigués. C'est potager. Moi, j'ai vu ça avec ma grand-mère. Faut être en forme, hein. Faut être baissé et tout. C'est pas simple, hein. Mais on peut aussi aller, par exemple, à la ferme à côté, chercher. Alors, c'est vrai. C'est vrai, mais là encore, c'est un marqueur social. Hein. Oui. Il faut avoir de l'argent pour. Mais vos parents, ils vont à ce qu'ils appellent, ils sont à côté de Chambéry, ils vont à la ferme. Ouais. La ferme, c'est des paysans qui vendent dans un endroit. C'est plus ou moins bio et c'est plus ou moins cher. Si vous allez chez Lidl ou chez Super U, parce que là-bas c'est Super U, je vous le garantis, c'est moins cher. Donc oui, c'est bien, oui, c'est etc. Oui, non, tout le monde ne peut pas y aller. Oui. Donc c'est comme l'activité physique. Donc vous avez raison qu'en ruralité, les gens peuvent faire leurs propres légumes. Et quand ils les font, c'est très bien. Au moins, ils mangent des légumes, ils mangent des fibres. Oui. Ce qui les empêche pas peut-être de manger aussi des pizzas. Hein. Mais c'est pas suffisant. Mais pour pas grossir, il faut avoir une activité physique quotidienne, les fameux pas. Faire un peu de vraie activité physique. Donc ça a été montré aussi. Donc soit dans un club de sport, soit comme on fait dans la montagne
aller faire de la marche en montagne le week-end, et puis l'hiver, faire du ski ou ce que vous voulez, ou l'été, aller à la montagne, faire des belles excursions, et du vélo. Ça change tout. Aux États-Unis, l'État américain le plus maigre, c'est le Colorado. Et dans le Colorado, il y a quoi? Des montagnes. Donc c'est quand même pas un hasard. Oui. Les gens ont plus facilement accès. Voilà. Donc, l'activité physique, pour être utile, il faut qu'elle soit régulière et qu'elle soit continue, avec aussi, si on veut se muscler, parce que c'est un peu d'activité cardio et un peu d'activité d'endurance. Ça a été montré. Donc, c'est évident. En théorie, on peut faire tout ça à la campagne. En pratique, quand vous avez que des champs autour de betteraves, sur le plan de la nourriture, je pense qu'il y a un effort collectif qui doit être fait dans les cantines. Là aussi, apprendre aux enfants à quoi manger. Moi, il y a une chose que j'aimerais bien faire, c'est que ça commence à se faire dans certains pays, en Angleterre, c'est les cours de cuisine. D'accord. Parce que combien d'adolescents savent faire la cuisine? À peu près zéro. Soit parce que les parents ne le font pas, soit parce que les parents ne leur apprennent pas. Or, dans les années 60, les filles avaient des cours de cuisine, pas les hommes. Ils avaient des... C'était sexiste comme vous voulez, mais moi je donnerais bien des cours de cuisine à tout le monde. En Angleterre, les gens mangent à peu près 60% de plats tout préparés, ultra process. En France et en Italie, c'est 15%. Donc il y a déjà, c'est mieux. Mais ça va diminuer si plus personne sait faire à manger. Oui. Donc on en revient au rôle de l'éducation. Parce que madame, ok, vous avez un potager, mais il faut les faire cuire vos légumes. Oui, c'est vrai. Hein? Il faut savoir les faire cuire. Il faut savoir les faire cuire, il faut savoir faire, etc. Ce que je veux dire, c'est que l'alimentation, c'est aussi de savoir faire à manger, et d'avoir le goût pour faire ça. Moi, quand je vivais à Paris, j'avais 3 enfants en bas âge, et j'avais une jeune fille au père qui venait du Canada. Cette jeune fille, qui venait du centre du Canada, elle était en surpoids, et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'avait jamais rien mangé dans sa vie que des pommes de terre et de la viande. Elle découvrait tout. Et la cuisiner, elle ne savait pas, bien entendu. Je me souviens, on lui avait acheté des kiwis, elle découvrait ça, j'avais vu des kiwis, pourtant elle n'était pas une famille pauvre, son père était informaticien, mais elle n'avait aucune éducation alimentaire. Aucune. Or, ce qui favorise, et puis ça favorise aussi la qualité du microbiome intestinal, c'est-à-dire les bactéries, il faut une diversité. Si vous mangez que des pommes de terre frites et de la viande, vous avez une diversité très faible, et ça favorise non seulement l'obésité, mais les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, il faut apprendre la diversité, ça s'apprend très tôt dans la vie, il faut leur donner envie. Vous savez, les gosses qui disent « j'aime pas, je connais pas ». Et oui, c'est parce qu'on leur a jamais appris. Et ensuite, leur apprendre le goût. Quand j'étais petit, j'avais un petit bouquin qui était la cuisine pour les enfants. J'adorais ça. Bon. Ensuite, j'ai une mère qui faisait trop bien la cuisine, et donc elle m'a pas vraiment appris. Mais ce que je veux dire, c'est que savoir aimer des aliments, et pas obligatoirement des aliments très caloriques, des choses très sucrées, très salées et très gras, ça c'est aussi un goût. Et puis ça s'apprend, il faut savoir le faire. Sinon on achète des plats tout préparés. Et puis là, il y a un problème en France, qui moi m'horripile, c'est que les pouvoirs publics glapissent, manger, gna gna gna, faites ceci, mais ils se battent pas avec les industriels pour diminuer, prenez les choses premier prix. Ça a été prouvé que les trucs premier prix étaient de moins bonne qualité nutritionnelle. Pourtant, il n'y a pas d'obligation, c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être enrichi en sel, en gras, etc. Et donc moi, je pense qu'il faudrait apprendre aux industriels, et pas qu'aux industriels, aux boulangers aussi, à mettre moins de sel.
Le sel, ça fait boire, ça donne faim, et donc ça donne de l'hypertension. En Angleterre, où le pain est totalement industriel, il y a très peu de boulangers, ils ont vraiment travaillé à diminuer la teneur en sel, ils ont diminué le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. D'accord. Juste en diminuant le sel dans le pain. Okay. Par contre, pour le reste, ils n'ont pas fait grand-chose. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a partout, il y a des collègues de l'INSERM qui publient des papiers sur les dangers des ultra-process, machin. Moi, je veux bien. Mais on se bat contre des moulins. C'est pas en culpabilisant les gens pauvres qui ne savent pas faire à manger, qui n'ont pas le temps, que va se passer. C'est en convoquant les industriels, en disant voilà, moi je veux que ça baisse de tant de pourcents le sel, je veux que ça baisse de tant de pourcents le gras, et je veux surtout que vous arrêtiez de mettre du sucre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle collective pour pallier tout ça? Est-ce que c'est possible que certaines institutions installent des dispositifs pour que ce soit plus facile de marcher, du coup, de se déplacer Oui, mais en sachant qu'ils n'ont plus d'argent, ne serait-ce que pour les trous dans les routes, vous imaginez bien que c'est pas simple. Tout est lié à l'argent. Oui, on est en situation d'abandon des services publics et qui pose vraiment des problèmes. Nous, ce qu'on pense qu'on essaie de faire ici à Lille, c'est de prendre le problème à la racine à partir de 5 ans. Il y a même des gens qui s'intéressent aux premières années de la vie. Donc je pense qu'il faut prévenir l'obésité chez les enfants et jusqu'à l'âge adulte, et particulièrement enfants jusqu'à l'adolescence. Et ça passe par tout un tas de mesures dans les écoles, dans le post-scolaire, l'extrascolaire, les clubs de sport, etc. Donc ça qu'il faut favoriser, alors qu'il n'y a plus d'argent pour les associations. Et qu'on arrête de terroriser les gens. Moi, ce qui se passe aujourd'hui avec le cadmium me terrorise. Pas parce que je pense que le cadmium soit si dangereux que ça, mais c'est parce que si on fait ça, plus personne ne mangera de légumes. Ouais. Et on ne dit pas que le cadmium, c'est surtout chez les fumeurs que c'est élevé. Parce que la consommation de cadmium, c'est surtout dans le tabac, la cigarette. Donc si on dit ça, plus personne ne va manger. Ce côté un peu écolo, fais-moi peur, coucou, fais-moi peur, fait que finalement, on n'ose plus rien de manger. Et les gens mettent tous sur la même chose. On ne va pas manger de légumes, c'est pollué. Il y a des polluants, machin. Bah oui, alors à ce moment-là, on mange quoi? Et puis, il faut lutter contre ce qui en réalité est la cause de l'obésité chez 80% des gens. Hein. Essayer de comprendre pourquoi ils sont stressés, de diminuer l'accès au stress, comportement, il y a des façons de faire, ne coûte pas obligatoirement cher, hein. Il y a le yoga, il y a toutes différentes choses qu'on peut faire en ruralité, hein. D'ailleurs ça se fait beaucoup. Et puis, je vous dis maintenant, il y a des médicaments qui agissent là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit y être, que les 20% de Français en surpoids élevés doivent le faire. Mais on doit savoir que ça existe. Les généralistes et les spécialistes peuvent ne pas avoir peur. Maintenant que ça commence à être remboursé, ce qui n'était pas le cas, la semaine prochaine, ça va être remboursé. À partir du 15 juin, il me semble. Voilà. Oui. Donc ça va changer un peu les choses, et puis ça va devenir des génériques, ça va baisser, donc ça va être plus facile l'accès à ça. Il faut prendre en charge dès le plus jeune âge. C'est ce que nous, on a un projet européen qui s'appelle Obélisque, où on prend en charge des adolescents avec du hip-hop. Bon, hip-hop, voilà, par exemple, on s'intéresse aux petits-enfants, comment faire. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qu'on essaie de faire, en plus de la vraie recherche biologique, dont thérapeutique. Même si chaque individu est différent et est impacté différemment par l'environnement qui l'entoure, il faut quand même avoir cette activité physique. Et puis, aller plus dans les forêts quand il y en a, faire des parcours dans les forêts, et intéresser les enfants à ça, aller aux champignons, en faisant attention à ce qu'on prend comme champignons. Vous voyez, il y a tout un tas de choses, mais il faut que les parents fassent un effort pour développer l'habitude et le goût pour l'activité physique à leurs enfants et pour eux-mêmes, qui se forcent un peu à faire ça.
Une des choses qui a été mauvaise, très très mauvaise, c'est les réseaux sociaux. Et donc, il y a des effets secondaires des réseaux sociaux, ça fait que les enfants, ils bougent pas. Oui. Finalement, du coup, on ne peut pas dire si c'est mieux de vivre à la campagne par rapport à quelqu'un qui habite en ville pour prévenir de ce risque d'obésité, etc. Il n'y a pas de lien réel et concret entre les deux. Dans la vie réelle, c'est pas obligatoirement un avantage d'être en milieu rural. Ça devrait l'être. Oui. Particulièrement dans les endroits qui sont un peu vallonnés, où il y a des activités physiques à faire. Ça devrait l'être. Mais ça ne l'est pas toujours. Et je pense que c'est une leçon, c'est que il faudrait qu'on réfléchisse comment tirer mieux profit de la ruralité pour lutter contre la sédentarité, l'obésité, faire que les gens soient moins stressés. J'insiste vraiment sur le mot du stress, hein, parce que contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas sûr que les ruraux soient moins stressés que les gens des villes. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont au chômage, il y a des gens qui sont très pauvres. Il y en a beaucoup qui vivent dans les villes, mais alors le transport était une calamité. Et donc, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, donc je pense que il y a beaucoup d'efforts à faire. Et en ruralité, ils ont des atouts, mais encore faut-il qu'on les incite à les utiliser. Bon, bah voilà. merci pour beaucoup. Cette discussion, c'était très intéressant.